Oui, alors je vais mettre les mains dans le cambouis, un peu plus, sans quitter néanmoins la théorie du droit, puisque finalement cette contribution m'a poussé beaucoup plus loin dans la théorie que ce que j'envisageais initialement. Et donc je vais m'intéresser aux acteurs, aux producteurs de cette norme. Pour reprendre les termes de Georges Ripper, je vais m'intéresser aux forces créatrices de ce droit souple, pour reprendre là cette fois-ci, les termes du Conseil d'État. Alors, en bonne juriste, j'ai opéré une classification, j'ai tenté de recenser ces auteurs, et je pense que finalement le travail a peut-être été un tout petit peu plus évident que celle de recenser les normes de soft law, enfin un peu plus évident, quoique. Alors je vais me baser durant toute mon intervention sur le tableau qui n'est absolument pas exhaustif, il ne se veut pas exhaustif d'ailleurs, mais qui cherche donc à expliquer finalement qui sont ces auteurs, ce qu'ils font, quelles sont les interactions entre eux, et bien d'autres questions que je développerai par la suite. Alors, qui sont ces acteurs de la soft law ? On peut en recenser 3 catégories, en tout cas c'est la classification que j'ai pu opérer. Donc il y a les décideurs traditionnels qui sont investis soit par la loi, soit par la Constitution, soit par un traité, soit par plus généralement leur statut, d'un pouvoir normatif prescriptif, mais qui décident à un moment ou à un autre d'agir par le biais d'autres normes, de normes déclaratoires, ou en tout cas qui n'ont pas ce caractère contraignant. Et donc, on peut ici recenser des autorités tout à fait classiques sur le plan national. Donc, à chaque fois, c'est ma première ligne. Et ensuite, sur le plan international. Donc, sur le plan international, nous allons retrouver les autorités législatives et administratives. Sur le plan international, les auteurs classiques du droit dur international que sont les États et les organisations internationales avec leur personnalité juridique dérivée qui décident donc effectivement d'agir dans certains cas par le biais de normes non contraignantes. De manière un peu moins classique, nous trouvons également des autorités publiques, mais qui cette fois-ci vont être investies d'un pouvoir normatif non prescriptif, donc d'un pouvoir de recommandation plus largement. Donc là, de nouveau, au niveau national, alors là, non, excusez-moi, cette fois-ci, c'est la ligne du bas. Donc au niveau national, on peut trouver dans cette catégorie les autorités administratives indépendantes, dont nous parlerons demain, il me semble, ainsi que donc les autorités publiques indépendantes sous leur appellation, selon qu'elles possèdent ou non la personnalité juridique. Et au niveau international, donc les organes intergouvernementaux, alors international ou régional d'ailleurs, qu'il s'agisse de l'Assemblée générale des Nations unies, du Conseil des droits de l'homme, toujours des Nations unies, du comité exécutif du Haut Commissariat pour les réfugiés, ou au niveau régional de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, etc. etc., etc. Nous trouvons également au niveau international, ayant ce pouvoir de recommandation, des organes de suivi ou des quasi-juridictions, comme le Comité des droits de l'homme, le CODESC également, le Comité contre la torture, là aussi, etc., etc., etc. Et au niveau régional, la Commission africaine et la Commission interaméricaine des droits de l'homme. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que certains de ces acteurs ont eux-mêmes été créés, non pas par des instruments conventionnels, mais par des instruments de soft law. C'est le cas, par exemple, du CODESC, qui est issu d'une résolution de l'ECOSOC, du Conseil économique et social, et non pas d'un traité. Et puis, dernière catégorie d'acteurs sur laquelle on va se pencher, ce sont les acteurs privés, que là encore on peut sous-diviser en 3 catégories, donc les ONG, les autorités de normalisation ou de standardisation, et enfin les entreprises qui donc agissent, elles, par le biais d'une forme d'autorégulation qui va avoir des incidences sur la protection des droits de l'homme, à la fois de leurs consommateurs ou de leurs employés. Donc voilà pour cette typologie très très rapide sur laquelle je reviendrai régulièrement.
Alors, ceci étant dit, j'ai pris beaucoup d'exemples, évidemment, et c'est le thème du colloque, dans le domaine des droits de l'homme, mais je pense qu'une grande partie de mon analyse pourrait être appliquée à d'autres domaines qui connaissent des développements de la soft law et donc des acteurs producteurs de cette soft law. Alors, quant au champ de l'analyse, ma contribution s'intitule, si je reprends le titre exact, Soft law et émergence de nouveaux acteurs décisionnels. Donc je me suis penchée principalement sur les deux dernières catégories, dans la mesure où s'intéresser à la première catégorie revient plus à s'intéresser à la manière dont ces acteurs vont renouveler leur mode d'action, plus qu'à l'émergence de nouveaux acteurs. Donc je vais m'intéresser principalement aux autorités publiques dotées d'un pouvoir de recommandation et aux acteurs privés, sans oublier néanmoins les premiers, puisque ce qui va être intéressant, c'est de voir également l'interaction avec les acteurs traditionnels ayant une autorité prescriptive. Alors, le terme nouveaux acteurs décisionnels donc, ne fait pas logiquement référence au caractère récent de leur apparition, ça n'est absolument pas le cas, mais plutôt à leur rôle normatif alternatif, par opposition donc aux acteurs traditionnels du processus normatif. Alors, j'ai essayé de baser mon analyse sur des analyses qui avaient déjà été faites, notamment en droit de l'environnement. Ces travaux, en fait, se sont principalement intéressés au rôle de la société civile dans l'élaboration des normes. Et ce qui m'a intéressée, c'est que ces travaux ont commencé à distinguer les différentes parties prenantes à la création de la norme en fonction de leur rôle effectif et de leurs prérogatives dans ce processus de création. Alors, ces premiers travaux aboutissent à une distinction entre trois catégories d'acteurs. Première catégorie, c'est l'émetteur de normes qui détient à la fois le contrôle de l'aboutissement du processus normatif et qui va, au final, avaliser le texte normatif applicable. Deuxième catégorie, c'est l'auteur qui va participer officiellement à l'élaboration de la norme et qui va donc influencer son contenu, mais sans avoir de rôle dans la validation de cette norme. Et puis, dernière catégorie d'acteurs, ces travaux les appellent justement les acteurs. Ce sont on peut prendre la société civile comme exemple ici, donc ce sont des acteurs qui vont s'introduire volontairement dans le processus normatif pour essayer de l'influencer, mais sans pouvoir justifier d'un droit de participer à la détermination de la norme. Donc je disais, la société civile, oui, en fait partie. Alors la question finalement, je reviens à mes acteurs ici, la question qui se pose est de savoir quel est le rôle entre émetteur, auteur ou acteur joué par les producteurs de soft law. Alors la réponse à cette question dépend avant tout de la force juridique qu'on attribue à la soft law, ce qui nous ramène, là encore, à la définition du droit. Alors en la matière, il n'y a pas de vrai ou de faux, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise conception du droit, il y a simplement une définition qui relève d'un positionnement doctrinal qui est nécessairement subjectif. Et c'est précisément là que je suis censée donner mon positionnement doctrinal. Alors, vous ne serez pas étonné d'entendre dans ma bouche les références à la sociologie du droit, puisque précisément je m'intéresse ici aux acteurs, et donc vous ne serez pas étonné que je convoque des auteurs comme Ehrlich ou Malinowski. Et justement, c'est précisément Malinowski qui me permet de sortir de cette difficulté conceptuelle, puisqu'il a eu la très heureuse idée d'écrire, dans une citation qui est devenue célèbre, que le droit devait être défini, je cite, « par la fonction et non par la forme ». Alors de la même manière, le rôle des producteurs de soft law doit être défini au regard de la fonction que ces producteurs exercent au moment où ils édictent ces normes de soft law, et non pas par la valeur juridique des normes qu'ils produisent. Donc, j'adopterai une approche fonctionnelle, et c'est ce qui me permet de faire une pirouette, justement, conceptuelle, une approche fonctionnelle qui me conduit à dire que les producteurs de soft law sont donc de véritables émetteurs
de normes, puisqu'ils exercent, lorsqu'ils produisent une norme de soft law, une fonction de régulateur des comportements. Ils veulent créer des effets de droit, quelle que soit la valeur juridique de la norme qu'ils émettent. Donc c'est en me basant sur cette fonction que je vais affirmer, mais c'est mon positionnement, que ce sont de véritables émetteurs de normes. Donc je me situerai dans le cadre de la sociologie du droit, mais également dans le cadre des théories constructivistes du droit qui s'intéressent très schématiquement au rôle spécifique des acteurs dans la construction d'un certain modèle de société ou d'ordre juridique. Et je serai amenée notamment à reparler des valeurs dont on vient beaucoup d'entendre parler avec Xavier. Alors adopter ce cadre théorique conduit nécessairement à prendre de la distance avec les théories jusqu'ici dominantes, notamment les théories positivistes, en vertu desquelles les seules normes pouvant prétendre à la qualification de normes de droit sont les normes produites par les autorités étatiques habilitées, et reconnaître aux producteurs alternatifs de soft law le caractère d'acteurs normatifs conduit également à remettre en cause non seulement le centralisme juridique, c'est-à-dire le fait que seul l'État pourrait ou devrait être source de droit, mais aussi sa déclinaison volontariste sur la scène internationale. Donc pour résumer, c'est donc un véritable travail de déconstruction théorique auquel je me livre ici. Alors dès lors, la question centrale qui va animer ma contribution et ce tableau est celle des enjeux que présente l'émergence de ces producteurs alternatifs de droit souple. Alors, les deux questions, les deux enjeux qui sont soulevés concernent d'une part la question de la place de ces nouveaux acteurs dans le processus normatif, mais la place qu'ils peuvent avoir dans le processus normatif va en retour influer sur leur propre statut. Donc, c'est autour de ces deux questionnements que s'articulera ma présentation. D'une part, la place de ces acteurs dans le processus normatif, et d'autre part, la question du statut de ces nouveaux acteurs au regard de leurs fonctions normatives spécifiques. Alors, s'agissant de la place de ces nouveaux acteurs, la question est la suivante. Est-ce que l'émergence de la soft law implique d'adopter une conception totalement désarticulée de la production normative, ce que pourrait laisser craindre la multiplication des acteurs, ou est-ce qu'on pourrait quand même conserver une compréhension unifiée des normes en essayant d'identifier des liens renouvelés entre ces différents acteurs ? Alors le juriste ne remplirait pas son rôle s'il se laissait totalement envahir par la désagrégation et le désordre. Donc c'est cette dernière option que je vais privilégier, essayer de comprendre ces nouveaux schémas normatifs en tentant d'établir des liens entre ces différents acteurs. Alors, premier constat que l'on peut faire, il émerge de ce tableau non pas des acteurs totalement séparés qui produisent de la soft law séparément, mais plutôt l'émergence de réseaux normatifs. Alors, ces réseaux normatifs vont permettre certaines formes d'innovation institutionnelle et décisionnelle, notamment par l'engagement des parties prenantes, et notamment des acteurs privés, à l'élaboration des normes qui vont s'appliquer à elles. Autrement dit, ces réseaux normatifs vont permettre une participation renouvelée des sujets de droit à la formation de la norme. Alors, c'est là où j'en viens finalement à l'apport des théories constructivistes. Les constructivistes ont développé la théorie de communauté épistémique, qui me semble devoir être particulièrement intéressante pour le droit des droits de l'homme, puisque ces communautés, en fait, à l'origine, se réfèrent ou désignent plutôt des réseaux de professionnels ayant une expertise et une compétence reconnue dans un domaine particulier et qui vont faire valoir ce savoir spécifique pour avoir une influence sur les politiques publiques et la formation du droit. Donc, à l'origine, ce sont vraiment des communautés savantes. C'est ce qu'on fait, nous, finalement, en tant qu'universitaires. Les universitaires constituent des communautés épistémiques. Alors, ce qui est intéressant, ce serait de transférer ce concept de communauté épistémique à l'analyse du droit, et plus particulièrement à l'analyse de la soft law, puisqu'il serait possible d'envisager tous ces producteurs de soft law comme une communauté épistémique susceptible de jouer un rôle essentiel dans l'évolution de cette branche du droit.
Alors, ce qui est intéressant dans l'idée de communauté épistémique, c'est que dans la mesure où elle regroupe des acteurs qui vont dans le même sens, elle est aussi une communauté de valeurs. Donc, c'est là où je rejoins ce que tu disais, Xavier, à l'instant. La communauté épistémique est donc aussi une communauté axiologique, ce qui renforce sa cohésion et sa cohérence. Alors, cela étant, ce serait un peu idéaliste de voir ces communautés comme allant systématiquement dans le même sens et produisant des normes de soft law cohérentes et allant toujours dans la même direction, puisqu'il peut y avoir évidemment des concurrences entre les acteurs, ce qui amène à parler d'une autre conséquence de ces réseaux normatifs, conséquence sur l'équilibre institutionnel dans le processus normatif. Et effectivement, on s'est aperçu, quand on observe un peu le fonctionnement de ces organismes les uns par rapport aux autres, que la soft law, la production de soft law, pouvait produire des déséquilibres institutionnels ou un rééquilibrage institutionnel. Alors, je vous en donnerai quelques exemples. Au sein de l'ONU, on a effectivement une forme de rééquilibrage au niveau des droits de l'homme entre l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, qui n'a jamais eu un très gros rôle en la matière, cela dit, mais surtout entre des agences spécialisées des Nations Unies et l'Assemblée générale, avec à chaque fois une participation des deux à la production de normes. Au sein de l'Union européenne, le recours à la soft law a clairement permis à certaines institutions d'augmenter leur champ de compétences en certains domaines, mais également parfois à autoriser le Parlement européen, qui n'avait qu'un rôle consultatif à l'origine, à prendre le pas dans le processus de décision par le biais de la soft law et ensuite à se voir reconnaître le statut de codécisionnaire. Et puis au sein de l'administration nationale, on s'aperçoit également qu'il peut y avoir des chevauchements de compétences entre les services administratifs classiques et certaines autorités administratives indépendantes. Alors voilà pour mes premières observations sur la place de ces nouveaux acteurs et les conséquences sur le processus décisionnel. Deuxième observation concernant cette fois-ci le statut de ces nouveaux acteurs. Autrement dit, au regard du rôle décisionnel qu'ils ont, au regard de leur fonction de production de soft law, est-ce qu'il faudrait leur reconnaître un statut particulier ? Alors, la reconnaissance de ce statut permettrait d'une part d'asseoir la légitimité de ces acteurs et d'autre part d'encadrer leur fonction normative. Alors, sur la reconnaissance de cette compétence normative qui autoriserait un renforcement de la légitimité de ces acteurs, certains auteurs proposent, et je serai d'avis de suivre leur proposition, de reconnaître à ces acteurs un véritable rôle décisionnel, certes spécifique, puisqu'ils ne produisent pas des normes de hard law, mais un rôle décisionnel néanmoins. Ce qui pourrait passer par une forme de délégation officielle et systématique à leur profit d'une partie de la fonction normative, ce qui d'ailleurs est déjà le cas pour certaines de ces autorités qui disposent d'un pouvoir de recommandation officiel. Ça pourrait passer également par une évolution du rôle normatif de ces acteurs, et là je reprends l'exemple du Parlement européen, qui pourrait passer d'un rôle consultatif à un véritable rôle de codécideur, ce qui entraînerait également une évolution de certaines procédures décisionnelles. Ça conduirait également à reconnaître à ces acteurs une personnalité juridique spécifique. Alors sur le plan national, le débat a déjà eu lieu et a toujours lieu d'ailleurs, puisqu'on oppose les autorités administratives indépendantes ne disposant pas de la personnalité juridique aux autorités publiques indépendantes qui, elles, en ont une. Alors, j'ai un peu distordu le débat sur les autorités administratives indépendantes dans la mesure où ce débat ne porte pas sur leur fonction normative, mais bien plus sur leur indépendance budgétaire notamment. C'est en tout cas les débats parlementaires portant sur le statut des AI mettent l'indépendance budgétaire en avant. C'est ce qui autoriserait à leur reconnaître une personnalité juridique systématique. Mais pourquoi pas étendre cette personnalité juridique à la possibilité pour elle d'avoir un rôle normatif spécifique. Sur le plan international, le débat est un peu plus biaisé, puisqu'il s'agirait finalement de contourner la souveraineté étatique pour reconnaître à certains de ces nouveaux acteurs une véritable personnalité juridique internationale, mais ce qui là
sabrerait totalement les fondements même du droit international. Donc certains auteurs proposent d'évincer la traditionnelle dichotomie entre sujet et entre sujet et j'ai perdu le terme et acteur, de droit, merci, mais de désigner uniquement des participants au processus normatif international. Dernier point sur ce statut possible des producteurs de soft law. Leur reconnaître un statut permettrait de les mettre en avant, de mettre en avant ce pouvoir normatif, mais également d'encadrer cette production normative, ce pouvoir normatif. Et là, je me rapprocherai beaucoup des propositions qui ont été faites par le rapport annuel du Conseil d'État, précisément sur le droit souple en 2013, puisque certaines de ces propositions sont particulièrement intéressantes, précisément dans l'idée de réfléchir à un statut des producteurs de soft law. Alors, il s'agirait tout d'abord de renforcer la transparence et le contrôle de ces processus d'édiction du droit souple, puisque ce qui est reproché généralement à ces producteurs de soft law, c'est précisément de ne présenter aucune accessibilité aux normes qu'ils produisent, d'être totalement opaques dans leur processus décisionnel. Donc, renforcer la transparence et le contrôle permettrait de lutter contre ces dysfonctionnements. Deuxième proposition, j'en ai 3. Deuxième proposition, il s'agirait de renforcer la responsabilité des producteurs de soft law. La responsabilité, c'est-à-dire, on rejoint ici l'idée de contrôle. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée de la responsabilité des producteurs de droit est un questionnement qui est récurrent dans une autre théorie, qui est la théorie du droit administratif global. Donc, on retrouve ce débat de nouveau en droit national sur la question du contrôle parlementaire des autorités administratives indépendantes, mais on le retrouve également au niveau du droit international pour savoir s'il serait possible éventuellement de contrôler juridictionnellement certaines normes, la production de certaines normes de soft law. Donc enfin, et c'est ma troisième proposition, mais également en guise de conclusion, ce qui devrait être fait pour renforcer ce statut des producteurs de soft law serait au final de formuler, et là je reprends véritablement les termes du Conseil d'État, formuler une doctrine de recours et d'emploi du droit souple, autrement dit de se poser la question dans quel domaine a-t-on véritablement besoin de normes de soft law, et donc dans quel domaine a-t-on besoin de reconnaître la compétence de ces acteurs alternatifs. Je vous remercie.